Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film que pas mal de gens attendaient avec impatience. Non pas la suite, mais le préquel, l'origin story si vous voulez, de Sans un bruit. Vous savez, hein, le diptyque de John Krasinski dont on attend un troisième volet peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on sait pas trop. Mais là, Krasinski se met en retrait du moins au niveau de la réalisation et laisse donc carte blanche, ou presque je pense, à un certain Michael Sarnowski pour Sans un bruit jour 1, Day 1, qui se déroule non pas avec les personnages des 2 premiers métrages, mais dans une histoire parallèle qui se déroule à New York et qui réunit au casting dans les rôles principaux Lupita Nyong'o, qu'on a pu voir notamment dans Black Panther ou dans Us, Joseph Quinn, qui maintenant est très connu parce qu'il a joué dans Stranger Things. Il y a aussi Alex Wolff, que vous avez pu voir entre autres dans Hérédité, ou Jim Anunsu. Alors lui, par contre, il était dans Sans un bruit 2, où il joue le leader de la colonie sur une île, hein, j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu donc les 2 films d'avant, parce qu'en soi, vous n'avez pas besoin de bien connaître les 2 opus d'avant, qui se déroulent après donc, pour bien être immergé dans cette histoire, parce qu'en plus les règles sont rappelées très vite, car grosso modo, nous sommes ici en face d'une invasion extraterrestre, avec une pluie de météorites regorgeant leur sein, alors probablement des vaisseaux, mais surtout des monstres, qui attaquent les humains une fois arrivés sur notre bonne vieille planète Terre, parce qu'ils entendent ce qu'ils font. Pour faire simple, si tu fais du bruit, la bestiole vient te prendre et probablement te bouffer. Enfin, du moins te tuer, ça c'est certain. Et donc, pour survivre, il faut être silencieux, d'où le nom Sans un bruit. Alors, délocaliser cela à New York, c'est passionnant dans l'idée, puisque c'est quand même l'une des villes les plus bruyantes au monde, mais comme toutes les grandes villes, c'est d'ailleurs précisé d'emblée avec un petit texte, c'est un cri permanent. Hein, dans les rues, dans le métro, les buildings, voilà, ça n'arrête jamais, quoi. Et dans cette intrigue, on va suivre surtout en priorité le personnage de Sam, donc interprété par Lupita Nyong'o, qui ne va pas bien du tout, moralement certes, mais surtout sur le plan de la santé, car elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle vit à quelques kilomètres de New York, dans une sorte d'hôpital de soins palliatifs, une maison de repos pour les gens qui vont bientôt partir. Et un beau jour, son pote infirmier, interprété par Alex Wolff, la convainc d'accompagner une sortie au théâtre, donc où elle va voir un spectacle de marionnettes. Bon, c'est surtout que si elle veut finalement faire cette sortie, c'est pour obtenir derrière une pizza, parce que la nourriture de l'endroit où elle est en attente de la mort n'est pas terrible, et ça va lui rappeler certaines choses probablement de l'enfance. On y reviendra après sur ce point. Sauf que c'est pas une pizza qu'elle va obtenir, mais l'arrivée de bébêtes qui vont tout saccager dans cette grande ville. Et alors, arrive ici une sorte de paradoxe. Est-ce que Sam va vraiment tenter de survivre, puisque de toute façon, elle est destinée à mourir? Eh bien oui, mais pas vraiment de la même façon que les autres. Si certains doivent se diriger vers le sud pour prendre un bateau, car on le rappelle du 2e film, c'est bestiole, elle n'aime pas la flotte. Bon, ok. Eh bien elle va aller dans une direction opposée avec son chat de thérapie, et peut-être donc son pote infirmier, tout cela, rencontrer d'autres gens, hein, j'en dis pas plus pour l'instant, pour peut-être rejoindre un des quartiers de son enfance et y manger la meilleure pizza, voilà, le souvenir d'un échange gastronomique. Après, quand elle était petite, une petite virée au jazz club local, bref, elle veut retrouver cette saveur-là et manger quelque chose de bon avant de se laisser aller. Hein. De toute façon, elle n'en a plus pour longtemps. Et ça, dans l'idée, j'aime beaucoup. Bon, cependant, d'après le trailer et de ce que j'ai compris, l'œuvre était vendue comme un film catastrophe, un peu blockbuster, spectaculaire, etc. J'y croyais moyen, de toute façon, parce que déjà on vend les films un peu n'importe comment maintenant, mais parce que nous avons à la réalisation Michael Sarnowski qui est clairement un cinéaste d'auteur. Si vous n'avez pas vu son Pig avec Nicolas Cage, voyez-le. Il y a quelque chose voilà, d'intimiste, de très humain et sombre à la fois. Et c'est vraiment dans l'écriture ce qui se ressent ici. Il faut savoir que le monsieur est aussi au scénario. Alors, d'après une histoire de John Krasinski, est-ce qu'il a participé aux bribes de ces personnages de préquels? Peut-être, peut-être. J'ai envie d'y croire parce que, allez, anecdote, j'ai l'impression de voir dans ce Sans un bruit jour 1 beaucoup d'influence d'un certain film de Pixar intitulé Soul à cause du chat de thérapie, de la pizza et même
d'un personnage qui joue du jazz piano. Euh, ça me fait marrer. Alors pourquoi je dis je suis pas étonné de John Krasinski? Parce que John Krasinski cette année il a fait Blue et compagnie qui est quand même une sorte de melting pot de Pixar entre autres. Bon allez, trêve de plaisanterie, je pense que c'est un hasard ou pas après tout, hein. On peut y penser ce qu'on veut. Mais voilà, pour revenir à Michael Sarnowski, il fallait pas s'attendre non plus à un truc de fou. Surtout que le budget n'est pas immense, bien que ce soit produit par Michael Bay comme les deux précédents. D'ailleurs, Michael Bay il s'est dit, tiens, faites-en un film catastrophe quand même, rappelez-vous ce que j'ai fait avant. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas ce qui intéresse Sarnowski. Alors évidemment, il y a des scènes spectaculaires par moment. J'ai envie de dire qui dénotent presque ou pas, parce qu'il y en a une qui est très forte pour moi, même deux, mais elle ne s'insère pas forcément parfaitement dans l'ambiance. Parce que nous avons ici une œuvre clairement le fessier entre deux fauteuils, qui du coup ne peut pas aller au bout du traditionnel blockbuster catastrophe pour des raisons diverses et variées, mais qui n'arrive pas non plus à approfondir ultimement l'intimiste, même s'il est là de facto, puisque dans les deux premiers sans un bruit, le fait qu'on ne parle pas déjà, ça rapproche de la psychologie des personnages. Alors ici, exit la famille, c'est plus l'amitié qui va être importante, que ce soit entre l'héroïne et son chat ou son infirmier, et une autre personne qui débarque, un Britannique qui est un peu perdu aux États-Unis pour ses études. Alors c'est très amusant parce que je crois qu'ils ont tourné à Londres, donc l'excuse qu'ils ont trouvée, c'est que c'est un étudiant. Mais allez, on rigole parce qu'au final, peu importe. Qui est paumé, qui est terrorisé absolument, qui sort d'une bouche de métro, manquant de se noyer, mais faisant face à face à ce chat qui va l'hypnotiser. C'est comme si ce chat choisissait en fait ce potentiel nouvel ami à sa maîtresse, parce qu'après tout, c'est un chat d'accompagnement. Il fait tout pour que la patiente vive les meilleurs moments de ces derniers jours. Ça en est presque ironiquement bizarre. Et l'intime fonctionne hein, dans le film, vraiment. Il y a des scènes d'émotion. La fin est très bien, même si on l'attend d'une certaine manière, mais elle est malheureusement matinée de certains clichés de ces survival de ce genre et de ces films catastrophes. Disons que quelque part, surtout, j'allais dire au début, mais pas qu'au début, on est un petit peu à mi-chemin entre Cloverfield, mais un Cloverfield du pauvre, parce que déjà, c'est pas une créature géante, et puis il n'y a pas la même... Pourtant, Cloverfield n'avait pas un immense budget non plus, mais c'est pas de la même façon. Hein. L'approche found footage permet des trouvailles intéressantes pour le gigantisme. Bon, là, de toute façon, voilà, les créatures, vous les avez vues dans le 1 et le 2, elles sont là, on les voit même peut-être trop et plus, mais bon, dans le contexte de New York, c'est forcément facile de les voir plus. Bref, il y a cette idée, donc, Cloverfield, peut-être, peut-être pas, parce que voilà, New York, ok, on a compris, mais je dirais plus de Mist, parce qu'il y a une scène extraordinaire quand Sam fait face à cet apocalypse, avec la brume et la poussière, hein, forcément autour. Évidemment, en The Mist peut-être, mais surtout le traumatisme du 11 septembre 2001 qui est là. C'est-à-dire qu'on ose à nouveau redétruire New York et rappeler cette époque-là 23 ans après. Voilà. Peut-être que l'Amérique a surmonté ce trauma, mais du coup le rappelle à travers son cinéma maintenant. Et à mi-chemin aussi avec le côté beaucoup plus désert d'un film comme Je suis une légende. Là, c'est pas un chien, c'est un chat. Et après, derrière, ça déroule. Hein. Et le problème, c'est que c'est presque par scénette qu'on avance avec ces personnages. Certains vont souffrir plus que d'autres. Jimon Unsu, par exemple, il est là, mais ça ne sert à rien. Et pourtant, c'est juste pour faire le lien avec Sans un bruit 2, probablement pour enchaîner sur le 3 avec quelque chose par rapport à une scène qui lui arrive, en fait. Il y a une scène qui va clairement traumatiser le personnage pour très longtemps, qui peut avoir des répercussions, mais malheureusement dans ce film-là, pas trop. Après on va le revoir, mais voilà, c'est pas ça qui va changer les choses. Et oui, après, il y a des interactions intéressantes, hors de la voix, tout ça. Aller de l'avant quand même, profiter de l'instant présent. Alors la pizza peut-être, mais autre chose, hein, rencontrer des nouveaux gens. Une nouvelle personne ici en particulier, pour, si ce n'est survivre, au moins bien vivre jusqu'au bout et aider une personne qui est totalement en panique et en terreur d'aller de l'avant parce que c'est pas évident. Et après, oui, il y a des scènes un peu gratuites. Alors évidemment, avec les bestioles, c'est normal, cette tension, on la retrouve. Avec le contexte urbain, ça passe bien. Je pense que quand même, notre metteur en scène se débrouille plutôt pas mal. Alors, loin du contexte rural et champêtre de Pig, mais il y avait cette idée-là quand même sur l'humanité et comment transcender certains problèmes pour continuer à vivre et aller de l'avant. Bon, là, il n'y a pas de cochon, il y a le chat, mais c'est pas du tout la même approche. Hein. Oui, il y a des moments, on va penser aussi à The Walking Dead, il y a une meute d'humains qui doivent aller ensemble vers un endroit, mais ils sont trop nombreux, donc ils vont faire du bruit, tu sens très bien que ça va mal se passer. Ces idées-là qui font que
c'est stéréotypé de certains films ou séries qu'on a pu voir ces dernières années, et que là, dans le film, on en perd, on va dire, l'ancrage purement intimiste qui aurait pu aller plus loin, surtout quand on connaît donc le metteur en scène derrière. Mais ça reste quand même un bon moment parce que les émotions sont là. La fin, bien que télégraphiée de loin, fonctionne super bien. On le sentait qu'à un moment, ça allait en arriver là. D'autant plus qu'on installe vraiment l'idée de la musique et du jazz par rapport au père. Voilà, il y a aussi l'idée de la poésie, parce que visiblement c'est une poète. Hein. On commence le film là-dessus avec un poème de merde, hein, disons-le, parce qu'il y a beaucoup le mot merde dedans. Mais voilà, l'idée de voir Sam finalement sourire à nouveau à la vie, malgré ses conditions horribles, alors que elle, avant même cet apocalypse, elle était complètement au plus bas, quoi. C'est intéressant, ça. Comme quoi, moins fois moins, ça fait plus. Elle va pas bien, plus une apocalypse, bah, finalement, elle va aller mieux. Mais bon, à quel prix? Donc après, on va passer les incohérences parce qu'il y en a. Mais il y en avait déjà dans le 1 et le 2. Là, j'ai un peu l'impression que c'est presque assumé dans ce style-là, notamment le jeu avec l'eau. Certaines fois, normalement, l'eau, ça protège, mais il y a une scène dans le métro où c'est noyé, mais on les voit, les créatures, et il y a quand même du bruit ou pas. Enfin, elles attaquent. Bon, j'avoue, il y a des moments où tu te dis que, peut-être par résonance, mais comme c'est pas expliqué et que c'est vague, on se demande si c'est quand même bien réfléchi. Mais c'est pas le plus important ni le plus urgent dans ce genre d'œuvre d'y chercher vraiment quelque chose de parfaitement carré. Non, c'est de l'ambiance. Mais malheureusement, sur ce point-là, ça ne va pas assez loin. Mais c'est un film, ça fait beaucoup de mais, que je trouve limite plus organique encore sur le destin du personnage principal que l'histoire de la famille qui faisait très américain. Hein. Sans Sombrie 1 et 2, c'est vraiment du film à l'américaine. Hein, avec le survival, la famille. Mais Krasinski, de toute façon, est un réalisateur très conservateur, hein, venu de son pays, mais il n'en fait pas moins du très bon travail. Sarnowski, ça l'intéresse moins, ça. Mais là, du coup, il sort peut-être un peu des sentiers battus, mais il reste quand même dans le carcan du cahier des charges attendu de la saga, bien sûr, et le côté urbain survie post-apo. Mais voilà, il fallait faire des choix et ça n'a pas pu être fait en 1h40. Peut-être que si le film avait été plus long, je crois qu'il y a eu pas mal de scènes coupées, mais bah voilà, on en est là. En tout cas, ça reste bien. Ça reste un bon film. Je ne saurais quelle note mettre, ni le comparer aux deux autres. Peu importe d'ailleurs, de toute façon. Là, ce n'est que donc mon ressenti. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ces ambiances sonores, visuelles, jumpscare ou pas d'ailleurs, de son intime et de ses émotions. On en discute ci-dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.